Bienvenue à tous dans cet épisode dédié à un manga si culte et si mythique que je n'ai même pas besoin de le présenter. Et puisque je n'ai pas besoin de le présenter, eh bien on commence maintenant. Dans cette première théorie, on va parler des gemmes. Plutôt de celle-là. Les gemmes font partie intégrante des armures d'or, et surtout font partie intégrante de l'un des plus grands mystères de l'hypermythe des chevaliers du zodiaque. En gros, si vous ne l'aviez pas remarqué, les armures d'or des 12 chevaliers possèdent des gemmes, enfin certains chevaliers n'en ont qu'une, sur leurs armures. Certains ont des gemmes bleues, certains ont des gemmes rouges, et certains n'ont aucune gemme. Il n'y a jamais eu d'explication à cela dans le manga, ni même dans la série animée. C'est pourquoi il y a des théories là-dessus. Le Gémeaux, le Cancer, la Vierge et le Scorpion ont des gemmes rouges. Le Bélier, le Lion, le Verseau, le Poisson, eux, ils ont des gemmes bleues. Le Taureau, la Balance, le Sagittaire et le Capricorne, eux, n'ont aucune gemme. Pourquoi les armures d'or sont-elles dotées de gemmes et surtout différentes selon les chevaliers? Eh bien pour cela, il y a une théorie assez commune et ça se peut que vous l'ayez déjà entendu. Les chevaliers possédant une gemme rouge seraient la garde rapprochée d'Athéna. Ceux ayant une gemme bleue représenteraient la sécurité interne du sanctuaire. Et ceux qui n'ont aucune gemme, eh bien ce seraient eux qui feraient les missions en dehors du sanctuaire. Une grande partie de la communauté fan de Saint Seiya a revendiqué cette théorie comme étant vraie. Mais on peut montrer qu'elle est fausse très simplement. Par exemple, le Cancer et le Lion sont déjà partis pour faire des missions en dehors du sanctuaire et pourtant ils ont des gemmes. Ces fameuses pierres de couleur auraient donc une autre explication. Et là, il y a beaucoup de théories. Beaucoup de théories qui, elles aussi, sont fausses. Certains ont donc classé les 12 chevaliers en plusieurs groupes en fonction de leurs gemmes. Ces pierres représenteraient leur puissance, leur type de pouvoir, leur élément, la nature de leur constellation, le pays d'origine de leur armure. Mais pour toutes ces explications, eh bien on voit bien qu'il y a un problème, puisqu'aucune ne tient la route. Mais ces fameuses gemmes, oui, elles sont très belles dans l'animé, mais dans le manga, elles sont comment? Eh bien dans le manga, elles sont inexistantes. En dehors de Sensei G, il n'y a jamais eu de gemme dans le manga original sur les armures d'or. Et ce, même après colorisation. Donc là, oui, ça pose un petit problème. En effet, puisqu'il n'y a pas de gemme dans le manga original, on peut se dire qu'en fait ces gemmes, on s'en branle. Et en effet, la théorie comme quoi on devrait s'en branler est plausible. Car on peut se dire qu'en réalité, les gemmes ne sont là que pour une volonté artistique. Dans l'animé, il y a des couleurs, donc on a envie de mettre d'autres couleurs. Ne pas seulement remplir que les armures de jaune. Donc oui, on peut se dire que les gemmes ne sont là que pour l'esthétique. Mais dans Sensei G, là où il y a des gemmes sur les armures, il y a un plan de cohérence. En effet, ceux qui possèdent une gemme rouge représentent le mal. Ceux qui possèdent une gemme bleue représentent le bien. Et ceux qui n'ont aucune gemme représentent la justice. Parlons de Shun à présent. Et si vous êtes habitué à mon émission, vous savez pertinemment quelle théorie va arriver juste après. アンドロメダ島が変わらぬ地獄の島だろうと僕は幸福です。だって僕には素晴らしいしアルビオレ先生やジュネさんまでいるんだから。 Alors, Shun est-il gay? On se pose ce genre de questions assez souvent dans cette émission. Mais bon, pour Shun, il y en a quand même beaucoup qui le pensent. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui se disent mais pourquoi je dois faire une théorie là-dessus parce que c'est sûr qu'il est gay. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, donc il est sensible, efféminé. Mais est-ce que ça veut dire qu'à cause de ça, il est gay? Non. Au risque de me répéter, être efféminé ne veut pas dire être gay. Si vous êtes daltonien, sachez que son armure est rose. Bon, il représente la constellation d'Andromède et donc le mythe d'Andromède. Faut bien qu'il ait une caractéristique féminine. Et au-delà de ça, le rose va bien avec les feuilles de cerisier qui représentent le sacrifice et qui donc représentent encore mieux le mythe d'Andromède. Efféminé, sensible, rose... On peut dire qu'il est gay, on peut dire qu'il n'est pas du tout gay. La théorie se sert de ça comme de petits arguments. Le gros argument est dans une scène avec Yoga. Yoga a froid et Shun doit le réchauffer. Notre bon chevalier rose va donc s'allonger sur lui. Et pour beaucoup, cette scène aurait dû être le préquel d'une scène érotique. Pour beaucoup, il n'y a pas que Shun qui est gay. Yoga et Shun représentent véritablement un couple. C'est vrai que quand nos 4 chevaliers se battent, il y a souvent Shiryu et Seiya d'un côté et Shun et Yoga de l'autre. De là à dire qu'ils sont gays, c'est vrai que cette fameuse scène a fait vachement parler d'elle. L'auteur a-t-il voulu créer une relation implicite entre nos deux personnages? Eh bien, il me semble que la réponse
Et non, dans le manga original, il n'y a pas du tout cette scène. Enfin, si, il y a cette scène, mais Shun n'est pas du tout allongé sur Yoga. Tout cet aspect érotique ou sexuel, appelez ça comme vous le voulez, eh bien n'y est pas. Dois-je aussi préciser que dans le manga, nos 10 chevaliers de bronze sont frères. En effet, dans la série animée, il y a juste Ikki et Shun qui sont frères. Mais dans le manga original, ils sont tous frères. Ils partagent tous le même père, et Ikki et Shun partagent tout simplement aussi la même mère. Shun et Yoga seraient gays? En plus d'être frères, ça casse pas un peu tout? Je sais que les relations incestueuses entre gays, ça existe, mais dans Senseiya, vraiment? Après, il y en a carrément qui vont dire que Shun est en réalité une femme. Il y en a beaucoup qui le pensent, d'ailleurs ce post sur jeuxvideo.com me fait extrêmement rire. Et puis on a aussi eu le droit à la VF qui dans les premiers épisodes a donné une voix féminine à Shun. Mais vous savez, la féminité en France, c'est pas du tout perçu de la même manière qu'au Japon. Shun est androgyne. Et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, eh bien c'est quand il y a une personne devant vous et que vous ne savez pas si c'est un mec ou une fille. Et être androgyne au Japon, c'est synonyme de beauté. Shun est-il gay ou pas? Après ça, à vous de choisir. La sortie de La Reine des Neiges a fait un incroyable buzz. Et comme tout Disney qui fait un très grand succès, le film a le droit à des théories comme quoi il a plagié une autre œuvre. La Reine des Neiges aurait plagié les Chevaliers du Zodiaque. Si vous en avez pas entendu parler, c'est normal, ça a pas fait grand bruit en France. C'est surtout au Japon où ça a fait le ultra buzz. Mais La Reine des Neiges aurait d'étranges similitudes avec la saison 2 de Senseiya. Alors la saison 2, c'est celle qui se passe avec les Asgard. C'est celle qui se passe avec les sœurs Hilda et Freya. En gros, je vais faire un petit résumé du pitch de cette saison 2. Hilda veille à ce que les pôles soient toujours gelés. Mais un jour, elle trouve un anneau qui va changer sa personnalité. La douce Hilda devient alors une reine sans cœur qui voudra régner sur le monde. Seule sa petite sœur, Freya, s'inquiète de cette transformation. Elle va donc demander de l'aide à Yoga, chevalier du cygne. Ce pitch pose les bases de ce plagiat. En effet, le pitch de la Reine des Neiges y ressemble pratiquement. Dans la Reine des Neiges, on a l'aînée qui est la reine, et la cadette s'inquiète pour elle et surtout veut l'aider. Bon, elle ira pas chercher un chevalier, mais un montagnard. C'est vrai que les deux pitchs se ressemblent. Mais bon, si avec ça, je pense que ça irait. Mais le truc, c'est que Hilda contrôle la glace. Et là, oui, on ne peut s'empêcher de penser à Elsa. Il y a beaucoup de ressemblances, oui, et rappelons que Senseiya a fait ça bien avant la Reine des Neiges. C'est souvent en plus que les Disney sont accusés de plagier un animé japonais. On prend souvent le cas du Roi Lion qui aurait plagié le Roi Léo. Selon cette théorie, Disney plagie à chaque fois un animé japonais. Et dans ce cas-là, la Reine des Neiges a plagié Senseiya. Non, c'est bon, c'est fini. Théorie suivante! Connaissez-vous le mythe des 4 armures manquantes? Alors si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'un des plus grands mystères de l'hypermythe de Senseiya. Comme vous le savez, les alchimistes du continent de Mu, vous vous rappelez, Mu on en a parlé dans ma vidéo sur l'Atlantide. Bref, les alchimistes du continent de Mu ont créé à la demande d'Athéna 88 armures pour habiller ses soldats. 48 en bronze, 24 en argent et 12 en or. Tout ceci, ça ne fait que 84 armures. Il reste donc 4 armures dont on ne sait rien. Selon la théorie que je vais vous présenter, ces 4 armures, eh bien on les connaît. Et ce seraient les armures qui habillent Abel et ses 3 chevaliers dans le film numéro 4. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que ces 4 armures, ce sont justement ces armures-là? Premièrement, les protecteurs d'Abel, eh bien on les appelle les chevaliers, ou les saints. Et normalement, il n'y a que les protecteurs d'Athéna qui ont le droit à ce nom-là. Poséidon a ses marinas, Hadès a ses spectres, Artémis a ses anges, et Athéna a là ses saints. Ces chevaliers. Puisque les protecteurs d'Abel on les appelle chevaliers, on peut se dire que peut-être ce sont eux qui ont les armures manquantes. De plus, ces protecteurs ont des armures qui ont le nom de constellations. On a par exemple pour les spectres des étoiles, pour les marinas des bestiaires mythologiques. Les constellations, normalement, c'est bel et bien pour les chevaliers. Bérénice dit à Yoga lors de son combat que son armure est brûlante comme le soleil. Et Abel, dans ce film, se dit dieu du soleil. Abel et les armures ont-ils un lien ?
Peut-être qu'Abel a versé son sang dans les armures pour les créer lui-même, mais on peut se dire qu'il a pu les voler à Athéna et mettre son sang dessus, comme l'a fait par exemple Shiryu, pour rendre les armures encore plus fortes, avec son sang divin. La théorie, ce serait que Abel ait été banni de l'Olympe. Il n'aurait pas eu le droit à sa propre castre de protecteur et aurait donc volé 4 armures à sa sœur. Sa sœur qui justement a fait construire 88 armures. Cette théorie, franchement je la trouve pas mal. Mais vous savez, Abel, il n'y a pas trop de rapport avec la mythologie grecque. Abel, normalement c'est un personnage dans la Bible, dans la Genèse. Et c'est vrai, qu'est-ce qui branle là? Abel n'a jamais été le frère d'Athéna. C'est pourquoi je vais vous raconter une autre théorie. Mais puisqu'on parle d'Abel, autant ne pas faire de transition. Mais en fait l'épisode aurait dû s'appeler 6 théories. Bref, Abel serait le frère d'Athéna, jamais né dans les mythes. Le frère jamais né, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire qui se trouve justement dans la mythologie grecque. Selon la légende, Zeus apprend que d'après une prédiction, s'il donne un fils à la déesse Métis, ce dernier détrônera Zeus et régnera sur l'univers. Problème, Métis est déjà en cloque. Pour se sauver, il dévore donc Métis. Plus tard, Zeus accouche entre guillemets et là apparaît Athéna. On peut se dire que si Métis avait réellement accouché, elle aurait accouché d'Abel. Ce même Abel présent dans Saint Seiya, dieu du soleil et qui est tout puissant. Ce serait donc la raison de pourquoi il a été banni de l'Olympe par Zeus et pourquoi il veut se venger auprès de sa sœur. Le Abel qu'on trouve donc dans Saint Seiya n'a rien à voir avec la Bible. Et maintenant passons à la théorie numéro 5. Yoda et Doko sont-ils reliés? C'était probablement la théorie que vous attendiez tous. En effet, que ce soit sur le plan physique ou même moral, eh bien les deux personnages se ressemblent beaucoup. Tellement beaucoup que même Doko, certains l'appellent Yoda. Mais alors, que penser de cette ressemblance? Déjà, nous allons faire une petite présentation des deux personnages, leurs caractères, leurs caractéristiques, et voir s'ils sont si reliés que ça. Yoda et Doko sont tous les deux de petite taille. L'un comme l'autre, ils peuvent vivre des centaines d'années. Notons 900 pour Yoda et 200 et quelques pour Doko. Ils ont tous les deux de longues oreilles et tous les deux ont très peu de cheveux. Ils sont tous les deux sages, emplis de sagesse. Les deux diront des phrases qu'il faudra déchiffrer pour avancer. Et malgré leur aspect faible, tous les deux renferment une puissance énorme et cachée. On peut se dire qu'il ne s'agit que de coïncidence. En effet, il n'y a aucune action qui pouvait faire penser que les deux personnages étaient reliés. Mais dans Hades, Doko menace Chion avec sa canne, ce que Yoda fera quelques années plus tard. Au départ, on pouvait se dire que Saint Seiya avait soit fait un hommage à Star Wars, soit avait un peu plagié le personnage, mais George Lucas dans Star Wars a bel et bien refait une action que Doko a fait dans Hades. Bon, mettons les choses au point, Star Wars a commencé en 77. Saint Seiya n'a commencé qu'en 86. Yoda a donc été créé avant Doko, et cela n'empêche pas les réalisateurs des deux œuvres de faire des petits clins d'œil à l'autre. Selon beaucoup de théories qui traînent sur internet, Doko et Yoda sont de la même race. D'ailleurs, notons que l'espèce des Yoda est une espèce assez énigmatique dans l'univers de Star Wars. On ne sait rien d'eux, on ne sait même pas sur quelle planète ils vivent. Et on peut se dire que Saint Seiya, qui premièrement mélange beaucoup de mythologie, et deuxièmement aime mélanger ces mythologies avec des mondes dans l'espace, il y avait fort à faire pour une telle théorie. On sait aussi que Lucas inspire beaucoup du cinéma japonais dans ses films. Son inspiration pour le château de l'araignée est un très bel exemple. Mais entre Saint Seiya et Star Wars, et donc entre Yoda et Doko, il n'y a rien de très officiel. Ça fait un peu partie des légendes urbaines et même de l'envie des fans de voir deux personnages qu'ils aiment être reliés. C'est un peu comme pour Gollum du Seigneur des Anneaux et Dobby d'Harry Potter. Mais on peut se dire que Yoda et Doko sont tous les deux inspirés d'une image qu'on se fait inconsciemment du vieux sage. Puis notons aussi que, encore une fois, dans le manga original, Doko ressemble moins à Yoda que dans l'animé. Mais alors, qu'en est-il de cette théorie? Doko et Yoda sont-ils de la même famille? Et là, cette théorie ne durera pas très longtemps. C'est dans Hades qu'on apprendra la vérité sur Doko. En réalité, il se laissait vieillir volontairement pour pouvoir rajeunir. Doko est un homme et non un extraterrestre. Voir Doko sous cette forme, ça a un peu bouleversé les fans. Bien que beaucoup aient adoré, il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment adhéré au concept. Il reste tout de même beaucoup de parodies entre Yoda et Doko. Mais au vu de la saga Hades où on apprend l'origine de Doko, eh bien cette théorie ne tient plus du tout la route. Cette vidéo est à présent terminée, et je sais que je n'ai pas parlé de très grandes théories, comme par exemple que Ikki soit la réincarnation de Kagao,
ou que Koga soit le fils de Seiya. Et c'est que je voulais avant tout rester sur la série d'origine. Aussi, comme vous aviez peut-être déjà été plus ou moins au courant, je devais faire un épisode sur Bible Black. En effet, j'ai proposé l'idée que Pause Manga devait faire un épisode sur ce fameux hentai, et on va dire qu'un peu trop de personnes ont adhéré à l'idée et qu'il était un peu forcé de faire un épisode là-dessus. Et donc, pour compatir, j'aurais dû faire un 5 théories sur Bible Black, mais c'était assez difficile. C'est pourquoi j'ai fait un épisode sur l'un de mes mangas favoris, en hommage à toi, Mr. Enzor. Sur ce tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et évidemment, postez vos théories dans les commentaires. C'était Didi Chanduidoui, à la prochaine fois pour de nouvelles théories.